Je n'étais déjà plus personne, l'infect man, l'impossible rabiot. La voix, versez donc ma part dans la gamelle de versez donc ma part dans la gamelle de ce vieux grand-père qui meurt de faim. Elle est bonne à Chego. Ah oui. C'est qui? C'est une... je crois que c'est une violoniste. L'époque est folle. Pourquoi? Parce qu'elle a un énorme tatouage au-dessus du cul. Chaque seconde est une mythologie pour faire croire qu'il y a une réponse énorme sur la libido. Regarde mon pote, Taxi 2. C'est génial, regarde, on n'a pas la chance. Comment allez-vous? Ça va bien? Ça marche? Avec 4 caméras. Parce qu'on fait un film sur ta Fais un film sur moi. Marseille, c'est une ville où à la première seconde, on te dit ferme ta gueule. Tu vois ce que je veux dire? Ferme ta gueule. Ah oui, quand même. Il ne pleurait pas sur son œuvre perdue, sur le néant de sa Des voix. orchestres furent créés, des chorales, des quatuors, dans le cœur de leurs camarades. Aïe, see you tomorrow. Ma belle, tu parles français? Non. Bon, ils vont filmer pour ma première fois l'opéra. First opéra, caméra grande qualité, peut-être toi dedans, pas grave. Il n'y a qu'à Marseille qu'il y a un taxi qui est accompagné par un autre taxi. See you tomorrow, good luck. Aïe. Je fais un énorme tabac avec aïe. Elles me répondent aïe. Essaye sans micro, et puis si on est en couille, après-demain on mettra un micro. Thank you very much. Merci beaucoup. Good luck. And see you tomorrow. Moi, je vais jouer le Requiem de Verdi. C'est celui-là. Merde! On va tout se battre avec le Godin là-haut. Ouh là là, il y a la caméra. Il n'y a pas d'airbag là-dedans. See you tomorrow. Il y a la portière là. Voilà, on y est arrivé. Et il n'a pas voulu que je paye. Tu sais, oh là là, c'est Marseille. Hein. Moi, j'ai jamais vécu une entrée en scène comme ça. Hein. Figurez-vous qu'elle a été debout, leur ville, absolument droite. New York, c'est une ville debout. On en avait déjà vu, nous, des villes, bien sûr, et des belles encore, et des ports, et des fameux même. Mais chez nous, n'est-ce pas, elles sont couchées, les villes, au bord de la mer ou sur les fleuves. Elles s'allongent sur le paysage, enfin, elles attendent le voyageur. Tandis que celle-là, l'américaine, elle ne se pâmait pas, non? Elle se tenait bien raide, là. Pas baisante du tout. Bien au-dessus des derniers étages, en haut, restait du jour, avec des mouettes. Ça, jamais aucun écrivain n'a écrit aussi bien. New York. Bien au-dessus des derniers étages, en haut, restait du jour, avec des mouettes et des morceaux du ciel. Le premier souvenir d'enfance, ma mère, la boutique. Mais il y a, oui, la boutique, premier souvenir d'enfance. Comme ma mère avait et mon père avait donc ce grand marchand de fruits, de primeur, ça s'appelait primeur à cette époque-là, une espèce de verger, un verger, c'est-à-dire la partie noble de la boutique, hein, avec la caisse à gauche, une caisse en bois toute petite, où il y avait jaune, pièce blanche, et la billet. Là, ça rigolait pas. Hein. Quand elle ouvrait, maman, elle était merveilleuse, maman, parce que elle parlait comme ça. Et à chaque fois, c'était ponctué par, bien entendu, et avec ça. Merci beaucoup, disait la cliente. Et ma mère répondait, c'est moi qui vous remercie. Voilà un souvenir impressionnant. C'est moi qui vous remercie. Fabrizio Lucchini, mon papa, Adelmo Lucchini d'Assisi, Gubbio, arrivederci, ciao. Cadre total déprimé, c'est très beau.
ces 4 complets déprimés. Mon père était un grand commerçant. Un bon commerçant, c'est quelqu'un, c'est très simple, c'est quelqu'un qui a une fidélité, qui ne volera jamais, qui est un deal très, très exacerbé entre une transaction réussie, c'est que je gagne, mais tu ne perds pas. C'est quand même quelqu'un qui m'a élevé avec le concept la vie est une tartine de merde et on en mange un petit peu. J'avais du mal à intégrer, tu sais. Digérer la tartine de merde, c'est pas évident, hein, d'un point de vue métaphorique et d'un point de vue concret. La vie est une tartine de merde. C'était un grand pessimiste, admirable, pessimiste. Mais c'était merveilleux parce que dans le métro, on prenait le métro à Barbès, hein, il gueulait très fort. Il disait, mais on va crever de cette adhésion à régler les problèmes des gens. Il disait très fort, on ne peut pas faire du social. Un pays se perd en faisant du social. Il était tellement dément, 80 ans, à Barbès, avec tous les émigrés. Il disait tout fort, on investit beaucoup trop. Je disais, mais c'est horrible ce que tu dis, papa. Il me disait, mais on ne peut pas faire du social et en même temps, est-ce que les riches font du bruit? Il me posait des questions magnifiques. Mon père, il allait plus loin, il avait des proverbes italiens. Il y a ceux qui mangent et il y a ceux qui regardent. Il y a une haine, là. Il n'y a pas de pitié pour les pauvres chez les pauvres. C'est pour ça que j'ai adoré Céline dans Le Voyage au bout de la nuit. Un autobus à vide fonce vers son dépôt. Les idées aussi finissent par avoir leur dimanche. On est encore plus ahuri que d'habitude. On est là... vide, on en bavrait, on est content, on n'a rien à causer parce qu'au fond il vous arrive plus rien. On est trop pauvre. On aurait peut-être dégoûté l'existence. Donc on a parlé du père maintenant, maman, ma mère. Ma mère, elle est née à Nevers, à l'assistance publique. Sa mère l'a abandonnée, hein, elle est lâchée. Elle est mise immédiatement chez des riches. Et elle est femme de ménage à 9 ans. Parallèlement, elle passe son certificat d'études. Elle avait une écriture admirable. Elle faisait aucune faute d'orthographe. Elle est née pour travailler chez les autres. Tout vient de là, hein, mon problème avec le Parti socialiste et le Parti communiste. Qu'est-ce que vous avez de votre mère? L'essentiel de ma vie ne peut pas être dit, puisque l'essentiel de ma vie, c'est ma mère. Et ça, je ne le dirai à personne. Ce qui s'est passé, ce qui se passe encore avec elle, maintenant. Personne n'a à savoir, et personne n'a à creuser là-dessus. C'est même trop, déjà, de dire ça. Parler de ma mère, c'est parler... c'est le contraire de New York. New York, c'est mon père, qu'il aurait été content de me voir là. Maman, elle aurait été très inquiète que je sois dans cet endroit-là, surtout, tu vois. Être dans un truc de boxe, elle détestait ce sport. Moi, je parle pas de ma maman, je parle pas de ma mère. Parce que là, en parler, c'est déjà la réduire, et c'est impossible, impossible. On peut pas définir l'amour, faut être Rimbaud. Alors moi, je suis pas Rimbaud. Qu'est-ce qu'il y avait dans la vie de famille en dehors du commerce, du boulot, du travail? Bah, ma mère, la nourriture, tout le temps avec elle, le midi, le soir, le repas, la télé, De Gaulle, l'Italie, le voyage, 48 heures, dormir sur le lac de je ne sais où, et la gelati le soir, c'était le giro, la spiaggia, etc. On s'arrêtait en Suisse, mais on ne dormait pas dans l'hôtel. Donc la Marly, c'était une Versailles commerciale, c'était une espèce de break Volvo français. Et là, on dormait tous là-dedans. C'est vrai qu'on était sur le lac, face aux gens très riches, tu vois, très. Mais nous, on dormait dans la bagnole. Et mon père était très heureux de dire, eh ben, encore dormi sur le lac. On se fait pas chier, hein. On dort sur le lac, il adorait dire ça. Je me méfie du misérabilisme des acteurs. Hein. Maintenant, ils sont tous nés en Algérie, ils sont tous nés en Sicile, ils sont tous nés en Italie, ils sont tous nés dans le Nord, Pas-de-Calais. Ça va, quoi, ça va. On est tous pauvres, tout le monde est pauvre et tous les acteurs sont remplis de thunes.
T'aimes mes mains? T'aimes mes jambes? C'est énorme, c'est Wim Wenders, c'est un film, c'est le contraire de la déglingue dans le noir. On aurait fait un film en banlieue, sans espoir, tu vois, Fassbinder ou éventuellement Wenders. Et là, on fait un road en vélo à l'île de Ré, l'endroit où il ne se passe rien, que la classe sociale affreuse, bourgeoise, exploitant le prolétaire écrasé. J'adore cette phrase. Qu'est-ce que c'est beau là, putain. Il y a eu un garde caméra. Merde. Tiens, à te droit. Ah, ça y est, c'est fini. C'est fini l'île de Ré. Les maisons ont baissé. Là, les bourges qu'on a achetées ici sont niquées. Il y a des skis, c'est niqué. C'est la fin. Regarde, tu me diras, ils font pas trop de bruit. Moi, j'ai la Zombie à l'île de Ré, je crache pas sur la Pessou, je dis pas, c'est Bourges, comme tous ces acteurs qui disent c'est bourgeois ignoble, eh ben, t'en fais partie, gros con. Moi, j'en fais partie, hein. C'est pour ça que je vis avec une légère inquiétude la progression de Besancenot. J'avoue qu'une dictature du prolétariat, du moment qu'il me laisse au moins ma Zombie dans le 9e, je veux bien qu'il me becte celle-là, qu'il me becte, bon... voilà, il faudra se soumettre au bien collectif. Je suis en train de te dire, non, mais il n'y a pas besoin de cracher sur la bourgeoisie, puisque je te dis, moi, je fais partie de la bourgeoisie, puisque j'ai accédé à une nouvelle classe sociale. La bourgeoisie, elle est là, et puis, bon, si je voulais faire, si j'avais un amour absolu du prolétariat, bah, je vais à Palavas, hein. Un jour, on dira, eh ben, nous savions comment, dans les années 2000, la bourgeoisie, plutôt de droite, avec un peu de gauche de temps en temps, voilà comment elle vivait. Je suis Claude Lévi-Strauss, tu vois, ethnologue. Lui, il a décidé d'enlever le t-shirt. Bon, là, il y a une décision. Mais tu vois, tout est mystérieux. Pourquoi cet homme a tout d'un coup décidé une déglingue totale, il enlève le t-shirt à ce moment-là? T'as vu comme les mecs suivent sans aucune détermination? D'ailleurs, plus personne suit, là. Ils savent plus ce qu'il faut faire, mais enfin bon, il y va à droite. Il perd déprimé. Tu vois, c'est un Bourge, mais il a l'air totalement déprimé. Il sait plus ce qu'il faut s'arrêter, pas s'arrêter. Eux, ils s'arrêtent, lui, il veut pas. Il y a rupture avec le groupe. Tu vois, regarde, il a une espèce de gros moment où non, il y a révolte. C'est-à-dire qu'il veut plus rien. Il veut même plus qu'on parle. Il en peut plus de sa meuf qui parle. L'autre est plus en forme. Voilà, il adhère. Mais l'autre, il en a marre. L'autre est en super dépression. D'ailleurs, l'acte de désinhibition d'enlever le t-shirt était déjà les premiers symptômes d'une déglingue. Il est étonnant, hein, le torse nu. Hein. C'est comme moi, c'est 24 Lexo le matin et il prend 4 somnifères de Stilnox. Et regarde, il se tient plus debout. Regarde, c'est la déglingue. Bon, allez, on s'arrache. Hein. Moi, ça me déprime, la plage. C'est silence, le mystère de la Il a fallu simplement travailler pour dire. Bah, à l'école, quel genre d'écolier j'étais? Avec du mal à comprendre ce qui arrivait, quoi. Une sorte de... J'étais gros, hein, en plus, hein. J'étais pas doué en gym, j'étais pas doué en maths. J'étais pas fin du tout, j'étais un peu lourd, un peu gros, on m'appelait bébé lune, hein. Je n'intégrais rien. C'est bizarre, hein. La concentration me paniquait. La mathématique m'a mis dans un état de désarroi. Je vous parle pas de l'algèbre, hein. C'était des crises d'impersonnalité. Je me disais, quand quelqu'un disait E égale MK2, MK2 ou MK12. MK2, c'est un truc de cinéma, mais peu importe. E égale MK2, ce qui est l'efficacité de Karmitz. C'est pour ça qu'il est devenu un grand homme d'empire. Il a compris que E égale MK2. Mais moi, je disais, mais pourquoi il me donne cette affirmation? Mais pourquoi A égale 0 ou A égale petit b? Et j'ai eu le certificat d'études avec beaucoup de chance. Alors ma mère a dit, elle a pensé au salon de coiffure, car elle a eu le génie, enfin, de se dire intempérie, coiffure, protection, hiver, dedans, fruits et légumes dehors, main gercée, main dans pommes de terre, main avec les ongles noirs, réel ça, c'est pas du Zola. Le patron qui s'appelait Jacques France, qui vit encore, m'a reçu, j'avais 13 ans et demi, hein, il y a 45 ans, et puis il m'a dit, ça vous embêterait de changer de prénom, parce que Robert, c'est pas terrible. Et je suis devenu Fabrice, ouais.
tu peux pas tenir. T'as les éveils sexuels et que tu vois les coiffeuses qui se déloquent devant toi. Ça commençait le matin à 8h30, tout à poil. En petits slips blancs magnifiques, en soutif, en tout ça. Il y avait des coiffeuses ravissantes avec des cheveux, des crinières rousses. Après, t'arrivais, tu passais les épingles, t'avais Marlène Jobert. C'était une grosse activité de masturbation, quoi. Ça se tirait, pour dire la phrase de Céline, ça se tirait sur la tige. Hein. Énormément. Au point que c'est vrai que la médecine du travail est venue prendre l'attention. J'avais 9,15 et 8,5. Et on m'a imposé l'arrêt du boulot. Et là, j'ai été très marxiste. J'ai dit, oui, c'est les conditions de travail. Là, il me dépasse. Je n'ai aucune grille pour interpréter ce qui se passe là. Lui est un excentrique radical, bizarre. Son gosse qui pourrait être à poil a un slip de bain. La femme est habillée, en plus d'un slip de bain, avec un voile vert. Et lui est tout seul, sans aucun sentiment d'obscénité. Alors là, c'est le contraire du dépressif d'hier. Il affirme absolument de manière obscène sa singularité. C'est-à-dire que lui, il a enlevé le slipard. Les deux enfants ont la bite devant lui, il y a sa femme qui a sa bite devant lui, et lui est ravi. Alors, interprétation, énorme narcisse, qui est fou de sa bite, et en face, des gens très sobres qui rééquilibrent sa folie narcissique en s'habillant énormément. Comment vous avez découvert Céline, par exemple? Le voyage, qui vous a donné le voyage? Comment c'est passé? Le voyage au bout de la nuit, c'était aux Abbesses. Moi, j'avais la chance de connaître une bande qui s'appelait la bande des Abbesses. C'était des gens qui étaient bord-cadres, marginaux graves. Et un jour, devant le Sacré-Cœur, devant les grilles, il y a un grand garçon qui s'appelait Patrick. Comme ça, il me donne le livre. J'ai été ébloui. C'était la première fois que j'entendais un truc que je comprenais. J'ai fini par écrire enfin à ma mère. Elle était heureuse de me retrouver, ma mère, et pleurnichait comme une chienne à laquelle on a rendu enfin son pis. Avec ma mère, nous fîmes un grand tour dans les rues proches de l'hôpital. Un après-midi à marcher en traînant dans les ébauches des rues qu'il y a par là. Des rues aux lampadaires pas encore peints, entre les longues façades suintantes aux fenêtres bariolées, des cent petits chiffons pendant les chemises des pauvres, à entendre le petit bruit du grain qui crépite à midi. Madame Détouche, on va boire un thé. On me verra moi, le perroquet, et moi te lire du Céline. Mais tu seras pas à l'image, mon amour. Et personne te filme. Par rapport à faire... Là, ça a toujours été le salon? Et là, c'était son bureau. Ah, on est quand même là où il travaillait? Là où il travaillait, c'était une pièce. C'était son bureau, comme ça. Ah, je travaille ici, oui, c'est un fait. C'est votre bureau? Ah, ça, c'est mon établi, oui. C'est là que je ramasse les feuilles les unes après les autres et puis que j'en mets beaucoup sous la table parce que beaucoup sont ratés, n'est-ce pas? Nous voici encore seuls. Tout cela est si lent, si lourd, si triste. Bientôt je serai vieux et ce sera enfin fini. Il est venu tant de monde dans ma chambre, ils ont dit des choses, ils n'ont pas dit grand-chose. Ils sont partis. On boit le thé, les enfants? Tu nous donnes du thé? Ben oui, madame Détouche. Dire du Céline à côté de la veuve de Céline, dans la maison de Céline, c'est émouvant? C'est habituel. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire du Céline, dire du Céline, mais on ne rentre pas dedans, lui. Quand il parle, on rentre dedans, ça revit, quoi. C'est une espèce d'évocation, tout à fait de Céline. Il avait presque le geste de tout, il se ressemblait presque. C'est vrai? Oui. Il disait ses textes à haute voix? Il me les lisait, oui, il me les lisait. Il me lisait ses chapitres au fur et à mesure. Oui. Tu te rends compte, quand même? Il regardait sur ma figure si c'était bien ou mal, quoi, des trucs comme ça. Alors, il y a des fois que je n'étais pas très contente et on se disputait un petit peu. Il y a des choses que... Il était comment, le perroquet de Céline? Le même. Il était beaucoup plus gentil que celui-là. Et pourquoi tu le gardes? Bon, je ne vais pas le tuer, non? Oui, c'est vrai, t'as raison. Pourquoi la lecture de Voyage au bout de la nuit a été un choc? Il parle
du réel, quoi. Il parle de quelque chose qui parle directement, organiquement, comme il dit lui-même, au nerf, quoi. Il touche au nerf. Il est l'artiste normal qui formule ce que vous aviez inconsciemment ressenti sur le réel, mais que vous n'aviez pas formulé avec le génie d'un agencement de mots comme les siens. Mais l'idée avec ma mère, nous fîmes un grand tour dans les rues proches de l'hôpital, un après-midi à marcher en traînant dans les ébauches des rues, c'est poignant. C'est peut-être même le moment, un jour ou l'autre, de se demander qu'est-ce que vous en pensez de ce problème de politique sur Céline et tout ça, ou pas du tout? Tout à fait. Alors on se débrouille très mal avec la question d'antisémitisme de Céline. Parce que quand on a lu Céline très jeune, on ne peut pas concevoir. C'est un choc, un coup dans la gueule. C'est pas vrai. Mon héros, comme Rimbaud, ce mec qui a écrit Le Voyage au bout de la nuit, qui est un cri insoutenable, peut pas avoir été immonde. C'est pas possible. La pathologie célinienne sur les Juifs, son explication de l'histoire, pensant que les Juifs entraînaient l'Europe dans la Deuxième Guerre mondiale, je me suis renseigné, c'est du pur délire. Ce pur délire m'a tellement halluciné, effrayé, que je me suis dit, l'œuvre d'art prend des détours de noirceur, d'excréments, et elle peut pousser malheureusement sur ce terrain qui est le moins correctement acceptable. Ce qu'il veut lui faire, et son psychisme, j'ai déjà du mal avec le mien, donc le sien, avec ses folies antisémites, c'est son problème, ça n'a pas du tout été le mien. Champion fighter? Champion actor fighter? Yes. Number 8. Number 8? Hey, yeah, 8. Aïe. Number 9, 10. 11, 12. Non, pas après 15. After 15? That's got a brand new bed, you know. Yeah. I feel nice. I love so good. So good. Bon. So good. Hey, everybody, come on, the James Bond. Feel nice, sugar plum. So nice, I could hear. On m'emmène à l'Olympia voir James Brown. C'est en 67. J'arrive à l'Olympia et là, je sais plus comment je m'appelle. Des femmes, c'est pas les Claudettes là, c'est des bombes atomiques qui dansent le bougoulou. Lui, qui arrive sur un pied, qui traverse la salle, faut pas l'emmerder. C'est des chocs, c'est pauvre d'expliquer des chocs. Comment voulez-vous que j'explique ce que c'est un choc comme celui de James Brown? Et on dansait le bougoulou. Le bougoulou, c'est très codé, c'est comme du katakali. C'est aucun effort qui montre que tu es en force. Regarde. What more time, yeah. Et tout doit partir, évidemment, du centre, c'est-à-dire de là. Je vais pas me lever parce que je veux pas avoir l'air con dans un café. Angoulême, je suis en Austin Cooper. J'ai 16 ans et je débarque chez Paul Passini qui fait un whisky à gogo dans le premier drugstore. Là, Labro, on connaît l'histoire. Labro, Weston. Ciré en dessous comme Victorio de Sica. C'est vrai, je lui ai dit, comme dans le film, je lui ai dit Weston, ciré en dessous comme Victorio de Sica. Ces Weston-là, je les ai mis aujourd'hui. Ça coûtait 160 francs à notre époque. C'était à peu près 2 mois de travail. Et ces Weston, fallait les cirer là en plus, tu vois, comme Victorio de Sica. Parce que les mecs regardaient leur mèche pour voir si elle était bien placée dans leur pompe.
Et bah, moi, je sais pas pourquoi j'ai parlé à Labro. J'ai parlé à Labro, puis c'est vrai que je lui ai parlé verlan. Tu parles verlan? Ouais. Je m'appelle Sebrifin, et toi tu t'appelles Lomar. À te droit, les logueux des Joibourg, Neblipet. Quoi pour? Parce qu'ils dorment. Et 1 an après, ou 8 mois après, il m'a demandé de refaire ça. Mais ça, j'avais aucune conscience que je parlais à un cinéaste. Hein. Et je suis recommencé la coiffure après le film de Labro, bien sûr. Il n'y avait pas de problème, je n'avais aucune envie d'être acteur. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Pourquoi j'en suis là? C'est-à-dire que je passe d'apprenti coiffeur et que je suis sur le pont de Brooklyn et que je vais jouer des spectacles aux États-Unis, enfin à New York. L'ascension sociale, déjà. J'ai pas bien compris pourquoi de la place Clichy à 14 ans, je me suis retrouvé avenue Montaigne. Ça, c'est pour moi beaucoup plus énigmatique que le reste. Ça, c'est extraordinaire parce que pourquoi je change de classe? Eh bien ça, parce que ma mère était une personne exceptionnelle et qu'elle ne s'est pas limitée à me réduire à un petit quartier. C'est plus important d'aller avenue Montaigne que d'aller à Brooklyn. Quand tu es né dans le 18e, de prendre l'autobus avec ta maman et de t'en aller à l'avenue Montaigne. Et il n'y aurait pas eu l'avenue Montaigne, il n'y aurait pas eu Labro. S'il n'y avait pas eu Labro, il n'y aurait pas eu Rohmer. Et s'il n'y avait pas eu Rohmer, il n'y aurait certainement pas eu Ce soir à New York. Coup de bol. Mais t'es dingue ou... Parlez-moi à votre parrain, ou au parrain de vos enfants. Pour vous, c'est sonne aux portes des pères de famille. Je leur annonce leur mort prochaine. Je ne savais pas que je vous attendais, mais j'aurais eu tort de ne pas le faire. Si la fille accepte, je suis au bord de l'écœurement. Non, mais je suis déjà allé à la piscine, je sais ce que c'est. T'inquiète pas, c'est discret. T'inquiète pas. Vérité, ma vérité. Alors c'est simplement parce que t'as peur qu'elle nous voie. Quelqu'un qui a perdu le goût de la séduction est mort. Et tu l'as vu? Oui, j'ai vu. C'est immonde. La rencontre avec Rohmer, il m'a nommé. Il m'a baptisé en quelque sorte. Enfin, donc, comme Rohmer m'avait pas mis de dialogue, il fallait que je fasse de l'impro. Rohmer est un metteur en scène qui incarne le dialogue, qui incarne tout est ciselé, parce qu'après tous les autres films, Les Nuits de la pleine lune, Perceval, La femme de l'aviateur, Le maire, l'arbre et la médiathèque, il n'y avait pas une virgule inventée par l'acteur. C'est presque la touche Rohmer. Mais là, effectivement, j'ai improvisé vaguement sur les nanas. Et voilà, je me suis mis sous un arbre, il y avait Brialy, et puis voilà. Avec les filles, tu peux toujours être surpris. Bon, je sais pas, on sait jamais, elles sont un peu bizarres, les femmes, mais jusqu'à présent, il n'y a rien. Avec alors, t'as quoi, des rapports d'amour? Non, rapport camarade, hein, rien du tout. Comme ça, peut-être qu'il y a un tout petit peu d'amitié quand je la regarde, parce que j'aime bien faire un peu l'amour gentiment, comme ça, leur toucher le nez, tout ça, j'aime bien. Et là, tu mélanges un peu tout, quoi. Tu mets l'amour, l'amitié, la camaraderie. Non, mais je sais pas, avec elle, c'est vachement particulier. Faut pas l'écouter, il est dingue. Je vais vous faire une confidence sur la mise en scène de Rohmer. Bon, faut resituer, hein. 1970, 1980, 1990, Rohmer, c'est le pape. Hein. Et un jour, pendant les Nuits de la pleine lune, je devais dire un très grand dialogue et tout ça. Et tout d'un coup, pour la première fois, je vois Rohmer dire stop, non, laissez-moi. C'est fini, stop. Bon, on arrête, on est tous très étonnés. Il revient et il s'occupe que du clap parce que Rohmer a une passion de remplacer les techniciens pour que ça coûte moins cher ces films. Donc il revient, il me dit non, il faut recommencer. Non, laissez-moi. Il faut recommencer. Non, je crois, il faut recommencer. Alors moi je dis mais il faut recommencer comment? Et là il y a du pur Rohmer. Il a fait. Le clap s'est approché de moi et puis il m'a fait faites ce que vous voulez plus Fernandel. Attention, c'est moi qui fais le clap. Tout ça, c'est fascinant parce que Rohmer m'a dit en 5 films et en 15 ans de fraternité, plus Fernandel. Je te plais pas? Et tu me plais, mais tu m'attires pas. C'est ça, justement, qu'il faut. Un homme qui ne t'attire pas bestialement. Comme tous tes mecs. Y compris l'actuel. T'es fou. Bon. En tout cas, moi, j'ai une grande attirance pour toi, mais je la domine puisque tu l'exiges. À cette époque-là, les agents d'acteurs étaient pas chauds pour me prendre. Ils me disaient, le problème c'est que vous n'êtes pas sexué, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si t'es homo. Je crois que pour faire du cinéma, il faut être sexué, tu sais. Je disais, putain, je suis pas sexué, c'est chiant. C'est assez démoralisant, je dois dire.
Il a fallu la discrète pour que on me donne des rôles. Enfin, je sais pas non plus jouer des rôles de Gérard Lanvin. Hein. Vous savez qu'au XVIIe siècle, les femmes portaient ce qu'on appelle des mouches. C'était des petits morceaux de taffetas noir qu'elles se collaient sur le visage ou sur les seins et qui faisaient ressortir la blancheur de leur peau. Celle qu'on portait sur le front s'appelait la majestueuse. Près des yeux, c'était la passionnée. Au coin des lèvres, c'était la galante. Celle qui cachait un bouton, c'était la voleuse. Celle qu'on portait sur le menton, comme vous, ce grain de beauté, c'était la discrète. L'appartement Romer, Rémi de la Planité, quand même, c'est chez vous? C'est chez moi, ouais, chez moi. Est-ce que tu vois Romer encore? Oui, beaucoup. Beaucoup. Là, c'est une réunion. On rentre? Courage. Le boulot. La prochaine fois, c'est Claudia Schiffer. Hein, qui passe. Moi, je l'ai connu, pas marginal, mais je l'ai connu, pas errant, mais je l'ai connu modeste. C'est-à-dire un mec qui a un petit cinéma, Olympique Entrepôt. On est liés, c'est les années 80. C'est-à-dire c'est des années où on fait... Lui, il allait beaucoup plus au Palace et dans ces endroits-là que moi. Mais parce que lui, il avait un côté... C'était un personnage du... D'ailleurs, c'est pas étonnant qu'il ait incarné Beaumarchais avec tellement de force. Il était... c'est une sorte de marginal de luxe. Et dès qu'il rentrait quelque part, après 5 minutes, tout le monde était complètement épaté, quoi. C'était vraiment un ovni. Et en plus, il était très joli et il exerçait sur moi un charme puissant qu'il a immédiatement résolu, d'ailleurs, lors d'un séjour dans le Midi, en essayant de fracturer la chambre de la jeune femme qui était avec moi. Il était girl-oriented, aucun problème. Mais physiquement, c'est la sexualité. Il avait l'air d'un ange. Il avait l'air d'un ange. Alors, si on veut toujours que les anges n'aient pas de sexualité, il avait l'air d'un ange. Mais c'était un ange un peu luciférien, quand même. Alors, après je lui en ai voulu. Parce qu'il peut avoir la dent dure. Et il a dit un ou deux trucs qui m'ont peiné. Il a dit, oui, des imitations. Oui, des imitations, oui, il a fait des imitations. Il a fait des imitations. Mais bon, il y avait quelque chose de pas bien. Oui, t'as dit un truc pas bien, je sais plus le quoi. Hein. En fait, je lui en voulais peut-être, parce que dans le lyrisme, il était bien meilleur que moi, voilà, c'est ça. C'est peut-être ça, en fait. Alors, tu sais, parce qu'un jour, Sandrine Bonner m'a invité à déjeuner avec Piala et j'ai pas pu m'empêcher de t'imiter. J'ai dû dire, et Sandrine Bonner, elle-même hésitante sur un Los Angeles désert et glauque, avait décidé d'un vouloir vivre où Godard, Romer et Rivette. Moi, j'adore imiter Frédéric Mitterrand. Alors, le petit cadeau que je t'ai préparé, c'est 2 vers très beaux. C'est j'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Un gros meuble à tiroir encombré de bilans, de vers, de billets doux, de procès, de romances, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances, cache moins de secrets que mon triste cerveau. Faut-il partir? Rester? Si tu peux rester, reste. Pars s'il le faut. L'un court et l'autre se tapit pour tromper l'ennemi vigilant et funeste, le temps. Pour trouver la vérité de ces sons-là, tu peux le faire pendant 15 ans, tu sens jamais la nécessité de la vérité du ton de ce texte. Tu le sais, c'est impossible à dire. Nous avons salué des idoles à trompe, des troncs. Merde, nous avons salué des idoles à trompe. Merde, nous avons salué des idoles à trompe, des trônes constellés de joyaux lumineux, des palais ouvragés dont la féerique pompe serait pour vos banquiers un rêve ruineux. Je sais que je cherche une note, c'est la note que je cherche, parce qu'elle est constamment à trouver. Elle est à trouver, tu vois, je veux pour composer chastement mes églogues. Il y a un glogue là, faut le dire, peut pas trop l'appuyer. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans.
Un gros meuble à tiroir encombré de bilans. Pas trop jouir du mot encombré, pas jouir non plus. Car si tu jouis trop, ça va devenir un gros meuble à tiroir encombré. Et c'est pas bon. Donc comment, c'est une haine en toi-même, dire la phrase pour qu'à un moment elle soit restituée dans son innocence. Jean-Laurent Cochet, alors, professeur de théâtre. Alors Cochet, c'est après le genou de Claire. C'est l'illumination, il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est simple, c'est tout d'un coup, je suis assis sur une chaise. Je regarde un élève être dirigé. L'élève passe un Labiche. L'élève passe un Musset. L'élève passe des choses. Et à cette seconde-là, rien ne m'est étranger. À cette seconde-là, rien de ce qui est dit par le professeur, rien de ce qui est exprimé par le professeur ne m'est étranger. C'est l'anti-E égale MK2. Pour la première fois de votre vie, Pour la presque. première fois de ma vie, tout a... Mais au plus que du sens, tous les neurones, tout, je comprends de quoi il est question. Vas-y, vous voulez que toujours je l'ai à mon service pour mettre incessamment... Vous voulez que toujours je l'ai à mon service pour mettre incessamment mon oreille au supplice? Par un barbare amas de vices, d'oraisons. C'est ça, de proverbes traînés dans les ruisseaux des Halles. Parce qu'elle l'aime encore. D'autre part, il y a encore de la tendresse. Et quelle indignité pour ce qui s'appelle homme, le corps. D'être baissé sans cesse aux soins matériels au lieu de se hausser vers les spirituels. Le corps, cette guenille. Tous les noms connus sont passés par Jean-Laurent. Jean-Laurent, c'est... Sauf, et je le regrette, parce que... Sauf Adjani. Sinon, oui, bien sûr, oui, j'en suis très fier. Les Depardieu, Berry, Dussolier, Odo, Isabelle Huppert. Quand on me parle des gens que j'ai formés, des comédiens que j'ai formés, le plus beau compliment qu'on puisse me faire, vous êtes un jardinier d'âme. Quand j'ai vu Fabrice, et après un petit peu de travail, naturellement, je me suis dit, c'est un Jouvet jeune. C'est-à-dire à la fois le clinicien et la brûlure permanente. Ça fuse avec tellement de vivacité chez Fabrice, c'est tellement électrique. C'est ça que les gens ne supportent pas, parce que justement, ils en prennent plein les pognes, ou parce que ça les dépasse. C'est la passion à l'état pur, c'est le feu, ce fameux feu sacré. Et ça, on l'a dans le bide ou on l'a pas. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on se fait? Le filate ou le Alceste? Comme tu veux. Qu'est-ce? Non. Laissez-moi la vous dire. Laissez-moi jouer, on entend les gens au moins. Laissez-moi là. Le théâtre, vous ne savez pas ce que c'est. Il n'y a pas de définition du théâtre. Il n'y a pas d'explication de cet acte étrange qu'est une représentation. Il arrive quelque chose sur la scène comme si c'était vrai. L'homme s'ennuie et c'est pour cela qu'il va au théâtre, pour se fuir lui-même et se libérer de son angoisse. C'est Jouvet qui nous réunit tous. Oui, c'est Jouvet qui est le guide. Absolu. Le guide suprême. Sur la personnalité. C'est notre Dalai Lama. C'est notre Dalai Lama, c'est génial. Il est en moi, Michel, et dès que je suis près de lui, j'ai un phrasé qui ressemble au tien. Une sorte de manière de phraser très précise avec ta voix. Comme dit Bouquet, 1000 personnes chaque soir qui entrent. Peut-être que dans cette foule, il y en a un qui a tué des enfants. Il faut travailler jour et nuit pour atteindre l'impersonnalité, tu entends? Ton ennemi, mais ton ennemi, c'est toi. Il faut que tu deviennes comme moi, Fabrice, complètement normal. Je sais très bien qu'il est de la race de ceux qui comprennent. Parce qu'ils trouvent la note exacte. Et à laquelle personne ne penserait. On avait été dîner et tu m'avais dit cette phrase étonnante. Tu avais dit « Je saisis à peu près pourquoi ce spectacle marche. C'est que le public sort renseigné sur lui-même. » C'est une chose qui a changé ma vie. Les gens ne comprennent rien à rien. C'est ça qui est triste.
c'est que les gens ne comprennent rien. Ils disent c'est un bouffon, ou c'est ceci, c'est cela, et puis on le prend pour des émissions de télévision parce qu'il va faire un numéro, qui est d'ailleurs toujours génial et plein de sens. Mais c'est un moment d'explosion de trop de solitude, d'explosion de trop de réflexion sur les choses. Eh bien, moi, je me rappellerai toute ma vie, jeune acteur, chantant. Ça me fait rire tous les gens qui racontent le bouffon à la télévision. C'est pas ça. Il m'a dit un compliment. Quand on a 24 ans, on a besoin d'être renseigné sur soi-même. Il m'a dit, tu es un acteur qui pense. Tu es le contraire d'un énergumène. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, fais-nous marrer, Fabrice. Et Bouquet a fait, mais arrêtez de lui demander. C'est le contraire d'un énergumène, c'est un acteur complètement classique. Et ça m'a aidé toute ma vie. Moi, j'aime tout le monde. Je suis comme les acteurs de gauche. C'est énorme. Oh, à la page 127, il dit, je l'ai sodomisé 17 fois. Je suis un tout petit peu halluciné quand même. Monsieur Bilalian, j'adore dire votre nom. Bilalian. Bruno Mazur, Bilalian. C'est génial. Bilalian. Ça fait des génies absolument. Moi, je préférerais être Pernod. Bon, Rachid. Merci. Vous revenez demain. C'est pas un auteur didactique, c'est un génie de style. On s'en fout, c'est le Ventin. Un dernier, c'est-à-dire sa capacité à transformer la moralité didactique. One pill makes you small, and the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you La télé abîme, la télé par essence abîme parce qu'elle t'hystérise. C'est l'exercice le plus périlleux de toutes nos activités puisque chaque chose peut être une plantade, surtout en direct. On est très mal en sortant. Vous avez vu, il y a des carrières qui se sont effondrées avec une mauvaise télé. Tu sors de là, tu sais pas comment t'as été exposé, t'as fait le con pour faire marrer, en même temps tu sais plus, t'es tout seul. Quand je fais des émissions de télé, certains journalistes pensent que je fais un numéro, c'est assez vrai et assez faux. Vrai dans le sens où il y a une hystérisation, il y a quelque chose d'excessif, de théâtral, de cabotin, de tout ce qu'on veut. Et je suis pas sûr que j'aimerais le mec qui parle tout le temps comme ça. Si je regardais la télé et que je voyais un personnage parler comme ça. Et je pense que pour des gens qui sont un peu calmes, un peu amorphes, un peu contents d'être rassurés, voir un agité énerve immédiatement, vous savez. Mais je peux pas dire que j'ai quand même eu du bol, quoi. Je peux dire quand même de manière prétentieuse que je m'en suis bien servi, quoi. Voilà, j'étais content d'acheter un appareil que je trouve remarquable. Bon, c'est à 58 ans, 59 ans bientôt, enfin 58, je me suis dit, allez, déchire-toi, laisse tout. Parce que c'est des choses luxueuses, vous voyez, moi, c'est la première fois que j'ai un appareil comme ça. Et puis, ils m'ont assuré qu'il y aurait une installation remarquable. Et là, écoutez ce qu'il a fait. Le mec est arrivé, ça fait 8 mois, hein, et voilà ce qu'il a fait pour un prix assez considérable. Et le soir, quand je suis déprimé, je regarde ça et je me dis, je me suis fait niquer. Quelle est la question exacte? Vous allez bien, vous? J'arrive à un peu dormir. Je suis un détraqué. Voilà. C'est plus on est détraqué nerveusement. Les Occidentaux, on est très détraqués. Qu'est-ce qu'elle est détraqué chez vous? Ça pense. Ça pense à plat, ça pense rien. Le cerveau est vide, donc je me remplis de textes. Mais je suis pas du tout désespéré, hein. Je suis absolument pas désespéré, du tout. Vous êtes capable de dire je suis heureux? Oh non. Je suis malheureux? Oui. Moi, je vais avoir 60 ans. Ça y est, moi. Je vais avoir la paix du slip, hein. C'est une expression de mon frère que je trouvais assez ignoble. C'est formidable, la paix du slip, vous savez. Mais en même temps, il faut du désir, parce que ça agit, ça occupe, mais... Est-ce qu'on peut dire que vous êtes tragiquement anxieux? Exceptionnellement maladivement, oui, je suis atteint de la maladie de l'anxiété, c'est sûr, ça. L'angoisse, c'est une expérience, hein. C'est pas des mots, hein. L'angoisse, c'est un état de douleur qui est insupportable.
comme Sioran qui dit c'est pas de mourir, c'est de naître qui est problématique. C'est vraiment de l'inconvénient d'être né. Il y a une phrase que j'adore de Sioran, ne nous suicidons pas tout de suite, il y a encore quelqu'un à décevoir. Là, il y a quelque chose d'absurde dans le dernier sur la droite, quoi. Pourquoi cet homme met son corps entièrement dans l'eau pour pêcher un vieux poisson qui va même pas Bectarès? Voilà, une scène de Beckett, tu sais, en attendant Godot, les mecs attendent, comme ça, à la finie. Les oiseaux doivent être étonnés. Toujours, je m'excuse, vous voulez pas qu'on en parle, mais la gauche, finalement, on pourrait dire que c'est des gens qui croient que ça va aller mieux. En un mot, ils sont progressistes. Donc vous êtes de droite? Moi, je suis réactionnaire, oui. J'y crois pas, moi, au partage. Mais alors, alors, je veux bien le partage, mais tous en bicyclette, pas de fausses notes. Non, je n'aime pas du tout l'obligation fraternelle des gens de gauche, comme si j'étais obligé de fraterniser. Je fraternise avec personne, moi. Et puis je connais personne, et puis je n'ai rien envie de dire à personne, ou tout. Comment dire, attends. Je réagis en fonction d'une doxa. Hein. La doxa, c'est tout le monde fait de la compassionnelle, tout le monde travaille pour les pauvres, tout le monde... ce qui est de droite en moi, c'est être rassuré par l'argent. C'est un truc qui me plaît bien, et c'est pour ça que l'année dernière, je me disais, merde, vous voyez déjà, moi, les Russes arriver. Tu sais, moi, je suis très phobique de la gauche. Je vois toujours des Russes arriver, nous obliger à aller travailler au champ, parce que j'arrive quand même d'un coin où les maoïstes me disaient, ton but sera d'aller au champ et de fermer ta gueule, t'entends? On s'en fout que tu lises Baudelaire, on veut que tu travailles et que le paysan soit le directeur, la dictature du prolétariat. Je sais, putain, mais moi, je vois aucune mythologie dans le prolétaire, il est aussi salaud que l'autre. Moi, j'aime beaucoup la phrase de Céline. Qu'est-ce qu'un prolo? C'est un bourgeois qui n'a pas réussi. J'aime bien cette phrase, elle est violente. Hein. Alors par contre, qu'est-ce qu'il y a de pas de droite en moi? J'ai pas le confort de la droite. J'ai pas de confort de la droite. Je consomme pas comme la droite. Je déteste la droite avec autant de passion que je hais la gauche. Je déteste la droite dans ce cas-là, quand t'as un 4x4 qui pollue comme un malade, qui transfère son phallus sur sa grosse bagnole. Mais ce qu'il y a de droite en moi, c'est le pessimisme. Ça, j'ai ça en moi très profond. Croire absolument pas à l'angélisme de l'homme, mais profondément pas. Ça, alors là, je pense pas du tout que les hommes sont bons. Les hommes sont des fientes les unes pour les autres, et qu'au bout d'une minute, l'autre veut te dominer, ou tu le domines, ou il veut te niquer, il croit que... Enfin, il y a toujours des magouilles. L'homme est médiocre, oui, l'homme est merveilleusement médiocre, personnel. Ah non, mais moi, je suis pas du tout... Alceste et Philinte, hein. Alceste et Philinte. Je suis pour Philinte, hein. Alceste est un crétin ennuyeux, je vais le jouer un jour ou l'autre, Alceste. Mais c'est Philinte l'intéressant. Eh bien, moi, j'aimerais atteindre Philinte. Je prends tout doucement les hommes comme ils sont. J'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils sont. Ça, c'est la seule chose, pour moi, mythique, que je respecte comme une chose qui n'est pas un cliché, ce bruissement qui grandit. C'est ces gens qui attendent quelque chose. Merde, Fabrice, merde. Ah, moi, je suis sorti en me disant, mais t'es vraiment con de pas avoir lu ces livres quand même. Ah, c'est merveilleux, putain. C'est exactement l'ambition. C'est fort. Voilà, bah là, on peut attaquer le repas. C'était un vrai service, si tu veux. Pendant 2h30, hier, t'as fait 80 couverts tout seul. Tes balais, j'adore ça. Alors, tu vois, ça me peut pas t'imaginer comme ça me fait plaisir. Parce que je me dis, mon père serait content encore. Parce que si je continue, c'est aussi parce que mon père... J'ai découvert ça, c'est que mon père était un travailleur comme toi. Il a fait une affaire comme toi. Il est arrivé de... Lui de l'Italie, toi de la Savoie. Oui, non, tu mais te lèves à quelle heure? C'est concret la vie, hein. À quelle heure tu te lèves? 6h. 6h. Mon père se levait à minuit et demi, on habitait le 18e, il descendait, je vais pas faire Zola, mais il descendait avec une charrette, ce qu'il appelait un diable au début, pas motorisé. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pour ça que j'ai pas de légitimité, parce que je trouve que c'est quand même de la rigolade par rapport à ce qu'ils ont fait.
Je ne me trouve pas légitime. Pourtant, il a été fier de mon activité. Son portefeuille était rempli de photos. Il n'a jamais voulu que j'abandonne. Parce que moi, après Perceval, j'ai eu des grosses difficultés. J'avais aucune proposition. Et moi, on me prenait vraiment pour une merde. J'ai vécu, pas longtemps, mais au moins 15 ans de ma vie, à être pris pour un excentrique, décadent, bizarre, peut-être homo, même pas hétéro. Ça a l'air de rien, mais il m'a accompagné constamment. Je travaillais le texte avec lui. C'était merveilleux. J'ai pas envie d'être émouvant. Vous savez, je déteste ça, mais j'avais... Attends. J'avais ma mère et mon père qui me faisaient travailler et tout. Des gens qui n'avaient pas de certificat d'études. Et je leur amenais Molière et ils me faisaient travailler l'un à côté de l'autre, l'un après l'autre. Je revois les moments où je venais déjeuner le midi et que mon père disait alors. Et puis il écoutait Molière et je disais qu'est-ce donc, qu'avez-vous, laissez-moi, je vous prie, mais encore, dites-moi, quelle... Il me disait alors quelle... Je disais bizarrerie, oui, bizarrerie. Il me faisait travailler mes textes. Ma mère, elle me faisait travailler mes textes. Beaucoup d'années comme ça. Génial. Beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Je les ai eus longtemps. Ça, Ils sont partis il y a peu de temps, mais je les ai eus beaucoup d'années, beaucoup d'années. Dans la recherche du temps perdu, il s'appelle Fragment d'un discours amoureux. Sur ce pont de l'autre devine à sa courtoisie qu'il est absent. Car on n'aime jamais qu'un fantôme. Ce qui est réel ne peut être désiré car il est réel. Je t'adore, oui, mais celui. Ô femme, saut d'entrailles, pitié douce, tu n'es jamais foulé l'herbe de nuit. Rêveur, je ne sens jamais la fraîcheur de toutes les rues du monde. Les mots sont des planches jetées sur un abîme avec lesquelles on traverse l'espace d'une pensée qui souffre le passage et non point la station. Vous êtes gentil. Vous êtes extraordinaire. Je vous ai écrit une lettre. C'est gentil. Vous l'avez pas reçue? Là, je suis hébété. À bientôt. Je suis Attendez, hébété de je peux papillons. juste vous emmener ça dans votre poche. D'accord. C'est bon. Vous êtes gentil. Je suis pianiste. Pianiste, formidable. Merci beaucoup. Je peux faire. Merci.